Auditrices, auditeurs, bonjour, je me présente Amaury Lumumba avec vous aujourd'hui pour ce 6e épisode de votre podcast, Le Nouveau Congo. Pour ce 6e épisode, nous avons choisi de vous proposer un regard croisé entre des membres de la diaspora congolaise de deux différentes parties du monde, les États-Unis et la France. Nous avons l'honneur de recevoir deux représentants des diasporas congolaises, j'ai nommé Charlotte Kalala et Jim Ngokwe. Quelques présentations pour commencer. Charlotte, bonjour. Bonjour Amaury. Charlotte, tu es basée en France, tu es la fondatrice et présidente du Salon Congo à Paris, rendez-vous désormais incontournable et en vocation à créer un pont entre la diaspora et les deux Congos. Une rencontre innovante qui a la particularité de proposer un festival pop culture autour des Congos, en même temps qu'un forum socio-économique réunissant les acteurs majeurs de la place. Jim, bonjour. Salut, comment vas-tu? Très bien. Tu es basé aux États-Unis, tu es entrepreneur dans le café avec Mighty Peace Coffee, mais tu es également cofondateur de l'événement Congolese Diaspora Impact Summit. Ce sommet annuel a vocation à identifier les étapes pratiques en vue d'une maximisation du capital humain et financier nécessaire à impacter positivement le futur de la RDC. À noter par ailleurs que votre événement est financé par une majorité de sponsors congolais, une information qui, je pense, est non négligeable. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être rapidement faire un tour d'horizon. Vous connaissez l'actualité, c'est un petit peu répétitif, mais j'ai quand même envie de commencer par là. Charlotte, la Covid-19, est-ce que ça a eu un impact sur ton activité? Comment est-ce que tu as fait en sorte de t'adapter aux circonstances? Il faut savoir que le secteur événementiel et culturel est fortement touché par le Covid. Je m'entête à dire le Covid, je refuse de le féminiser. Donc ça a un impact considérable parce qu'aujourd'hui les événements sont totalement annulés. La seule option que nous avons, c'est de pouvoir mettre en place des événements digitaux, virtuels. Ce n'est pas encore ancré vraiment dans les habitudes de la diaspora africaine en règle générale et encore pire congolaise. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. Toutefois, on a su rebondir en mettant en place d'autres petites astuces pour permettre de toujours connecter la diaspora au Congo. Ok, alors peut-être avant de me tourner vers Jim, si on pouvait avoir une précision, pourquoi les deux Congos? Pourquoi les deux Congos? Tout simplement parce que quand on a commencé, il y avait cette rivalité entre les deux Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Personnellement, j'en avais assez un petit peu de voir un même peuple. Pour moi, je considère que c'est un même peuple qui se bagarre pour des futilités. Et je me disais tout simplement que, au lieu de se diviser, que notre génération puisse faire partie de ceux qui rassemblent, que notre génération puisse faire partie de ceux qui mettent en avant les points positifs plutôt que les points négatifs, ayant des personnes qui ont de la famille d'un côté, de l'autre côté. C'est trop compliqué en fait que nous aussi on rentre dans ce jeu-là. Donc je voulais vraiment montrer le Congo fort, le Congo résilient, le Congo qui gagne. Et ce Congo-là, c'est le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville ensemble. Pour moi, c'est une même famille, donc il n'était pas concevable de les dissocier. C'est vrai que c'est difficile de faire les deux ensemble, mais je pense qu'ensemble, on est une force plutôt que divisée. Jim, peut-être nous dire deux mots sur comment les choses se sont passées de ton côté? Ouais, donc, à part Congolese Diaspora Impact Summit, je suis aussi entrepreneur, donc associé gérant de Mighty Peace Coffee. Comme je l'ai dit, on importe le café congolais aux USA. Et donc, avec le Covid-19, donc il y avait un petit ralentissement au début, mais les gens boivent le café, même s'ils ne vont pas dans les coffee shops, ils boivent le café toujours, quoi. Donc, c'est à nous de rester innovants et trouver des nouvelles, manières de faire la promotion de notre café. Dans ce contexte, donc il y a un ralentissement au début, mais maintenant c'est question de rester innovant. Et par rapport à CDIS, et donc on doit aussi continuer à innover. Nous avons commencé à organiser plus d'événements virtuels, comme Charlotte l'a dit au début aussi, nous faisons la même chose dans ce sens. Et notre prochain sommet qui aura lieu en septembre, ça sera un modèle hybrid. Donc on compte avoir une partie online, mais aussi on veut avoir des personnes à Washington DC en personne. Donc on espère que d'ici là, il y aura les gens seront vaccinés et qu'il y aura des mécanismes plus simples et clairs pour qu'on puisse se réunir sans prendre de risques. Donc la vision en ce moment, c'est d'être innovant et de faire un sommet hybride digital et en personne. Alors c'est peut-être le moment de revenir sur ton expérience, hein, Charlotte, parce que tu as dû faire face à l'organisation d'un événement en plein contexte de Covid. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ah, cet épisode. Alors, comment ça s'est passé? C'est vrai que pendant le Covid, on s'était dit, ok, pas de souci, la France, c'est un pays très développé.
impossible qu'on laisse le secteur culturel et événementiel à l'abandon comme ça. Donc c'est vrai que jusqu'au bout, on y a cru. Donc la première fois, ça devait avoir lieu au mois de mai. Donc on était dans l'obligation d'annuler parce qu'on était vraiment dans le feu. Ensuite, on avait reporté ça pour la rentrée septembre. Ça devenait trop compliqué parce qu'on avait eu la deuxième vague. Ensuite, on s'est dit, ok, décembre, on va pouvoir le faire. Et il me semble que c'était peut-être 2 semaines avant l'événement qu'on s'est rendu compte que ça n'allait vraiment pas être possible. Et j'ai participé justement en décembre à un événement en ligne que l'Élysée avait organisé. En participant à cet événement pendant 2 jours, je me suis rendu compte que c'était possible d'organiser un événement en ligne différent, attractif, interactif. Et donc je me suis dit, bon, dans le cas où ce n'est pas possible d'organiser l'événement en physique, on va le faire en ligne. Au départ, c'était prévu de faire juste un Zoom. Plutôt que juste de proposer un rendez-vous Zoom, je voulais vraiment proposer une nouvelle expérience, aussi bien pour nos intervenants que pour tous les différents internautes. Et ça a été difficile, mais je suis très satisfaite au final du résultat parce que les interventions étaient pertinentes. Tout ce qui a eu lieu c'était vraiment top. Eh bien voilà, Jim, je pense que tu as là le blueprint de la marche à suivre, même si la situation se détend quand même un peu plus maintenant. Alors avant de débuter, j'aimerais qu'on commence par avoir un aperçu de ce que représentent vos diasporas respectives dans vos pays respectifs. Jim, aux États-Unis, concrètement, que représente la diaspora congolaise? Voilà, donc c'est une question simple, mais la réponse est un peu compliquée. Donc, en bref, il n'y a pas vraiment une base de données qui quantifie le nombre de Congolais à travers les USA et qui prend en compte les réfugiés, les étudiants, les immigrants, leurs enfants et les personnes d'origine congolaise qui sont venues ici avec d'autres passeports. Mais en combinant plusieurs rapports et bases de données, j'estime qu'on est entre 150 et 300 000. Mais aussi pour ajouter, je pense qu'en termes de diaspora, il est aussi important de penser à la diaspora élargie qui inclut les Noirs américains. Parce qu'avec les avancées scientifiques, les tests ADN, c'est estimé qu'un quart des Noirs américains ont des origines congolaises. Et beaucoup d'entre eux, surtout récemment, veulent se rapprocher de leurs origines africaines. Et comme on l'a vu avec le Year of Return au Ghana il y a 2 ans, il y a beaucoup de Noirs américains qui veulent rentrer en Afrique et retrouver leurs racines et leurs origines. Donc c'est important de ne pas les oublier car ils sont nombreux, ils peuvent être des alliés importants pour notre pays et à peu près 10 millions d'entre eux, quoi. Ok, les chiffres sont largement supérieurs à ce que j'avais en tête. Et du coup, pour la France, Charlotte, tu as des chiffres pour nous? Je suis du même avis que Jim. C'est un peu délicat de donner un chiffre exact parce que on n'a pas ces études qui sont faites. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade, en tout cas pour le Congo-Kinshasa, ont fait des estimations et la population congolaise de Kinshasa est aux alentours de 80 000 personnes. Ce sont les étrangers congolais. À ça, il faut rajouter l'information qu'on a de l'ambassade. Pour l'ambassade, on est à peu près 100 000. À ça, il faut rajouter tous ceux qui sont naturalisés français. À ça, il faut rajouter tous ceux qui aussi sont venus avec des passeports autrichiens, belges, russes, etc. À ça, il faut rajouter les réfugiés politiques. À ça, il faut rajouter les sans-papiers. À ça, il faut rajouter ceux qui sont aussi avec les papiers des autres. Et à ça, il faut rajouter aussi toute la communauté congolaise de Brazzaville. Et donc, je serais du même avis que Jim pour dire que là, en France, en tout cas, la communauté congolaise des deux Congos devrait avoisiner les 300 000 personnes. Merci pour ces chiffres, ça permet de se rendre compte que finalement, ces deux communautés sont assez conséquentes. Alors j'aimerais parler de la question de la légitimité. Ici également au sein de Intel Congo, c'est une question qui se pose lorsque l'on approche l'un ou l'autre contributeur potentiel de la diaspora. Il arrive que ces personnes ne se sentent pas légitimes à parler du Congo. Il faut dire qu'il existe encore aujourd'hui une fracture certaine entre les diasporas congolaises et les populations sur le territoire national. De chaque côté, on entend pas mal de reproches, de stéréotypes même, je peux dire. Il est notamment reproché à la diaspora sa méconnaissance du contexte local, ainsi que son arrogance eu égard des solutions à apporter aux différents maux qui rongent la RDC. Alors, ma question est simple. Est-ce que la diaspora est légitime? Moi, je pense que la diaspora est légitime, mais je vais mesurer mon propos. Je pense que c'est nécessaire et que c'est important que la diaspora ne se mette pas au même niveau que les Congolais locaux. Je vais parler de mon expérience personnelle. Je trouve qu'il y a un grand écart entre ce que la diaspora en Europe pense et la réalité du terrain. Très souvent, on a des idées, on a des solutions qui sont totalement déconnectées de la réalité.
Et c'est important de faire le pont, c'est important de faire les allers-retours, c'est important de faire contribuer les locaux dans nos projets. Parce que, au final, ce qu'on veut, en fait, c'est contribuer au développement économique du pays, c'est contribuer au développement social du pays. Et on ne peut pas le faire avec des idées utopistes. Il faut le faire avec des idées concrètes, avec des solutions concrètes qui prennent en compte les réalités du terrain. Donc oui, je suis d'accord avec l'idée de dire que très souvent la diaspora a des idées très éloignées de la réalité, mais en même temps, je pense que la diaspora a son rôle à jouer. Parce qu'on a cette double culture, parce qu'on a cette chance et cette grâce que je dis d'avoir évolué dans des pays occidentaux qui sont plus développés. Parce qu'on a cette chance d'avoir étudié et parce que je pense qu'on est une plus-value, on est un support, on est un atout, on est un ajout à notre pays et qu'il est important et nécessaire qu'on puisse jouer de ça et y contribuer. Je pense que demain, ce serait triste si le Congo n'évolue pas et que nos enfants puissent nous dire, mais attendez, vous avez évolué dans des pays développés. Et pourquoi vous n'avez pas contribué? Pourquoi vous n'avez rien fait? Ce sera de notre responsabilité, ce sera de notre faute. Parce que si, j'aime bien dire, Dieu a fait que certains évoluent en Europe et d'autres non, je pense pas que c'était juste pour qu'on puisse évoluer comme ça. Je pense personnellement que c'est pour que le positif, on puisse venir l'apporter à nos pays et les aider au développement. Je pense sincèrement que nous avons notre part à jouer, notre rôle à jouer, que nous sommes un pont. On ne peut pas ne pas contribuer, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est comment on le fait. C'est la manière de jouer notre rôle qu'il faut étudier. C'est plutôt dans ça qu'il faut être légitime. Tout à fait d'accord, la diaspora est légitime. Je crois aussi qu'elle doit mieux s'organiser. Et aussi, il faut comprendre que la diaspora est grande. Et dans chaque diaspora, chaque membre ou chaque groupe peut avoir une perspective, une relation différente avec la RDC. On est réfugiés politiques, ceux qui ont fui la guerre, ceux qui sont venus étudier, qui sont restés, et ceux qui rentrent en vacances chaque année, parce qu'ils ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens de rentrer en vacances chaque année. Donc, je pense que chaque groupe et chaque membre a une perspective différente du pays. Et donc, c'est important de comprendre qu'ils vont aussi voir les réalités de manière différente. Et en termes de l'arrogance, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont arrogants, qui pensent souvent qu'ils connaissent mieux parce qu'ils sont à l'étranger. Mais je pense que en tout cas, moi, je sais que de mon côté, j'évite les arrogants et je m'entoure des Congolais qui veulent, qui cherchent, qui sont curieux et qui veulent contribuer d'une manière positive au développement de la RDC et créer des opportunités pour les Congolais à travers le monde, quoi. Donc, c'est une question des personnes avec qui on s'entoure. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Jim dit, c'est vraiment insister sur le fait que la diaspora est plurielle. C'est vraiment ça. Et je le vois aussi en Europe, c'est que, comme il le dit, il y a ceux qui sont là pour les vacances, il y a ceux qui sont là pour investir, il y a vraiment de tout. Et certainement, on va en parler aussi. Chacun a un objectif différent. Il y a des gens dans la diaspora aussi qui ne veulent pas rentrer au Congo. Et comme il a dit, certains sont réfugiés, certains c'est juste parce que les parents ont une mauvaise expérience et quand les parents ont souffert et ils ont une mauvaise expérience, il ne faut pas s'attendre que ces personnes-là aient un discours positif. Ils feront toujours partie des personnes qui parleront du négatif parce que c'est une expérience, c'est un vécu, c'est une réalité pour eux. Ceux qui ont quitté le Congo parce qu'ils souffraient et qu'il y avait la pauvreté, ceux qui vivent et ceux qu'ils ont vécu, c'est leur réalité. Et très souvent, la diaspora, on occulte ça en disant que comme moi je l'ai pu le dire, c'est que non, on peut faire sa vie au Congo, etc. Mais oui, parce que nous, on pense avec notre mentalité occidentale, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir cette qualité de vie, ce niveau de vie-là, et que le Congo, ça se limite pas à la Gambie, ça se limite pas à ma campagne, Pigeon, etc. Non, le Congo est vaste, et les ressortissants congolais viennent de tout ce Congo-là. Donc chacun a une expérience différente, et donc un discours différent. Et quand ils se retrouvent dans la diaspora, ses motivations ne sont pas les mêmes. C'est vrai que ces parcours sont très divers et qu'il faut faire l'effort de ne pas avoir de jugement hâtif sur les parcours respectifs de toutes ces personnes. Alors, je vais être un peu provocateur. Vous organisez tous les deux des forums annuels visant à servir de pont aux diasporas congolaises qui veulent se structurer et impacter la RDC. Pourquoi avoir choisi ce moyen de communication finalement? Est-ce que les conférences sont vraiment utiles? On entend beaucoup parler de conférences, mais parfois les gens ont un peu du mal à percevoir ce que véritablement peut apporter ce type d'événement. Très bonne question. Et pour CBIS, dès le départ, c'était important pour nous de ne pas juste être un forum, une conférence où les gens parlent, se félicitent, font la fête,
Et après, ils rentrent chez soi comme si de rien n'était, quoi. Donc, c'était toujours clair pour nous qu'on voulait avoir des résultats concrets. C'est pour ça que le networking stratégique est une partie importante de notre événement. Nous sommes particulièrement fiers des résultats concrets de notre première édition qui a eu lieu à New York il y a 2 ans, quoi. Donc, notamment la rencontre qui a suscité la création de covid19rdc.com. Donc, les fondateurs se sont rencontrés à CDIS. Il y a Josuel Moussambani, un ingénieur logiciel à Microsoft, et professeur Jonathan Mboyo Essolé, qui est souvent appelé l'Einstein africain. Ils se sont rencontrés à CDIS. Et après, quand le Covid-19 a commencé, ils se sont réunis et ils ont lancé leur ONG. Ils ont levé $10 000 pour acheter des imprimantes 3D qui sont utilisées pour fabriquer des visières qui sont distribuées gratuitement aux hôpitaux à Kinshasa, Lubumbashi et à Goma. Donc ça, c'est un exemple concret qu'à travers CDIS, les Congolais moyens ont été impactés par les résultats de notre conférence. Il y a aussi Ujango Lab. Encore, les fondateurs se sont rencontrés à CDIS. Ils ont formé une agence de services IT qui accompagne Okapi Mobile, une compagnie qui fabrique des téléphones portables dont le fondateur est congolais. Et donc, juste des exemples, juste deux exemples qui montrent que pour nous, c'était important d'avoir des résultats concrets, donc d'avoir des témoignages des personnes qui ont eu des succès et des initiatives qui ont été créées, conçues à travers CDIS. Parce que comme tu dis, c'est facile de parler, de penser qu'on travaille, mais après, rien n'est fait. Alors que pour nous, le suivi était important. C'est pour ça que nous sommes très fiers des résultats que je viens de citer. Et de ton côté, Charlotte, Congo Paris, un forum de plus? Tout comme Jim, on s'est battu pour que l'événement ne soit pas juste un forum, mais que ce soit vraiment une plateforme qui connecte la diaspora au Congo. Ce que je voudrais dire déjà, c'est que malheureusement, je ne sais pas si c'est comme ça aussi à New York, mais dans la diaspora en France, on ne se fait pas confiance. Quand on a commencé en 2015 sur les moteurs de recherche, quand on tapait Congo, il n'y avait que du négatif. Tout ce qu'on savait en fait autour du Congo, c'était pantalons qui montent jusqu'au nombril, bière, alcool, femmes, musique, sport, Fali Poupa, Kofi Olomide et à la limite les léopards. Ah oui, Foufou, Pondou, Dombolo, machin. C'était voilà, le Congo, ça se limitait à ça. Pour que les gens puissent nous respecter et puissent nous considérer, déjà, il faut que nous-mêmes, on change notre langage. Il faut qu'on change notre image. Il faut que nous-mêmes, les enfants du pays, on apprenne à dire que le Congo est fort. Sauf que si on ne sait pas et que nous n'avons pas l'information, on ne peut pas dire ça. Et donc, dans un premier temps, c'était de dire que pour arriver au changement, il faut d'abord s'identifier, savoir qui fait quoi, qui est qui. Parce que malheureusement, ce qu'on a comme information sur le Congo, on pense que c'est la majorité alors que ça concerne une minorité. Mais comme les projecteurs sont braqués sur cette minorité, on a décidé de dire que c'était ça les Congolais. Alors on s'est dit, on va faire la démarche inverse. On va braquer les projecteurs sur ceux et celles qui font la fierté du Congo, dans le monde, en Europe, en Afrique. On va montrer ces gens-là, on va montrer toutes les initiatives, toutes les opportunités congolaises et on va montrer combien le Congo est fort, combien le Congo est résilient. En effet, il y a des choses négatives, il y a des crises, il y a des choses terribles au Congo, mais on sera d'accord tous ensemble de dire que certains médias font très bien leur travail pour montrer tout le négatif du Congo. Et donc on s'est dit, notre rôle à nous, ça va être de montrer le positif. On va s'attarder sur uniquement que le positif pour que les Congolais puissent se dire « Ah bon, chez nous il y a ça. Ah bon, lui il fait ça. Ah bon, ah bon. » Et en faisant ça, le premier pas est fait. On s'est identifié, on s'est valorisé. Et ensuite, quand on a identifié les gens, on se valorise, on peut apprendre à se faire confiance. On peut dire, je peux lui faire confiance parce que lui, il a été capable de faire ça, 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 ça. Et quand on se fait confiance, on peut mettre l'argent ensemble. Le principe, c'était de dire qu'on s'identifie, on apprend à se faire confiance et ensuite on fait les choses ensemble. Et c'est une fois qu'on pourra faire les choses ensemble qu'on pourra créer du changement. Donc notre plateforme, c'est pas juste de faire des forums pour faire des forums, répondre à des problématiques juste pour répondre à des problématiques. C'est vraiment d'utiliser des personnes pertinentes, qu'elles soient de la diaspora, qu'elles soient du Congo, qu'elles soient également des institutions politiques ou des organisations internationales dans le monde, pour qu'on puisse parler clairement de certains sujets, qu'on puisse enlever les zones d'ombre sur certains sujets et que ceux qui avaient des doutes, ceux qui avaient des réticences, ceux qui ne connaissent pas le Congo puissent enfin se dire « Ok, le Congo, c'est pas celui qu'on m'a toujours montré, mais le Congo, c'est ça. » Et c'est ça notre slogan numéro 1, c'est un autre regard. Et pour terminer, je dirais que je suis très fière en fait d'avoir mis ce projet en phase parce que quand je vois des Congolais qui disent que quand je vois ce que vous faites avec Congo Paris, je suis fière d'être Congolais. Et rien que ça, parce qu'on aime bien balancer nos drapeaux. Ah, je suis Congolais, mais Congolais de fierté de quoi?
Donc, c'est important aujourd'hui d'entendre des gens qui disent ça. C'est important de permettre à des entreprises congolaises de se connecter avec la diaspora. Parce que c'est ce qu'on fait aussi. On ne fait pas que des forums. On permet aux entreprises de rencontrer des nouveaux clients de la diaspora congolaise. On permet à la diaspora congolaise de pouvoir prospecter et de rencontrer aussi des entreprises, des décideurs, des entreprises, des investisseurs congolais. On permet vraiment de créer ce pont-là, que ce soit touristique, que ce soit économique, que ce soit culturel. Et on fait découvrir aussi la culture congolaise sous un autre genre. Il n'y a pas que le soukous, il n'y a pas que le sébène, il n'y a pas que le dombolo dans la culture congolaise. Il y a de la peinture, il y a de l'art. C'est diversifié et c'est vraiment ça. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais... Non, non, non. C'était très intéressant. Je note que tu mets vraiment l'accent sur cette question de la narration, vraiment changer la narration autour de la RDC et vraiment pousser pour plus de visibilité. Mais maintenant, j'aimerais passer à un autre volet. Il y a la question, vous avez des forums économiques, mais il y a aussi la question du politique. Où se trouve le juste milieu entre l'activisme politique et les affaires? Parce que quelque part, des forums comme les vôtres ont aussi vocation à faire passer le message aux acteurs politiques sur les priorités dans tel ou tel domaine que vous aurez identifié au cours de vos conférences. Comment faire en sorte d'avoir un équilibre à ce niveau? De ce que je me rappelle que j'ai appris à l'école, que étymologiquement, le mot politique, c'était un mot qui définissait les personnes qui cherchaient à améliorer la société. Donc c'est comme ça que moi j'ai toujours vu le mot politique. Mais bon, entre la définition étymologique et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a un réel écart. Mais pour moi, Congo Na Paris, c'est pas un mouvement politique dans le sens où on veut faire la politique d'aujourd'hui, mais c'est un mouvement qui veut être un outil pour la société. C'est vraiment ça. Maintenant, on est totalement apolitique, mais on se positionne au milieu. On est la voix qui dit que on n'est ni de droite ni de gauche, mais on est pour le Congo. J'aime bien répondre comme ça, parce que ce soit à gauche ou à droite, toute personne qui est prête à apporter en fait sa pierre à l'édifice pour pour faire avancer le Congo, on lui laisse sa place en fait. On n'a pas de parti pris et je ne rentre même pas dans les débats politiques en ce qui concerne Congo Na Paris. Après moi, Charlotte, mes convictions politiques, etc., c'est autre chose que je ne mélange pas, en tout cas que j'essaie de ne pas mélanger dans le projet. Et j'ai des collaborateurs qui sont toujours là pour me dire, ma cocotte, ça là, Madame la Présidente, ça là, je pense que ça c'est vos ambitions à vous personnelles et ça c'est vos influences à vous. Toutefois, si nous devons rester justes, je pense qu'il est nécessaire et important de ne pas poster ça, de ne pas dire ça. Si tu veux dire ça, c'est mieux de dire ça en tant que Charlotte sur ton truc à toi. Donc sur la question politique, bien sûr que faire des affaires aujourd'hui, je me rends compte qu'on ne peut pas faire des affaires sans la politique. Beaucoup disent, mais si, c'est possible. Oui, jusqu'à un certain niveau. C'est exactement ça, et je pense que tu as compris le sens de ma question, parce que toutes ces personnes qui veulent faire des affaires en RDC, elles ont besoin d'un cadre favorable. Alors, comment porter toutes ces doléances auprès des dirigeants politiques? Il existe au Congo des associations, je vais parler de la FEC, et je pense que ce qui est important, c'est le réseau aussi. Une fois qu'on a un bon réseau, il y a des difficultés qu'on ne va pas forcément traverser, et les gens qui vont dire oui, j'ai été dans le bureau de tel Mokonzi, et puis j'ai attendu. En fait, t'es pas obligé d'aller jusqu'à cette personne-là. Tu peux aussi faire la voie normale, classique, et tu vas peut-être prendre plus de temps, et tu vas peut-être pas avoir besoin de corruption, mais si tu as un bon réseau, tu vas aussi atteindre tes objectifs. Donc, je suis un peu mitigée sur cette question de politique et affaires parce que en soi c'est vrai et en soi c'est pas vrai. Donc je vais laisser Jim. Ouais, donc CDS, nous avons décidé dès le départ d'être apolitique. Donc nous évitons la politique et donc les élections, les politiciens, les partis politiques ne sont pas des sujets, des priorités que nous discutons. Nous voulons nous focaliser sur l'impact social, la santé, l'éducation et le commerce. Mais comme on le sait tous ces piliers sont aussi affectés par la politique. Mais malgré cela, nous préférons éviter la politique et je pense que chacun a un rôle à jouer, mais la politique ne fait pas partie du nôtre parce qu'on sait que ça divise. Et surtout, pour donner un exemple, avant CIDIAS, dont je dirais peut-être 6 mois avant la première édition, j'étais à Washington, D.C. avec un événement organisé par une sénatrice américaine sur le Congo. Et elle voulait organiser une mission un trade mission au Congo.
Donc, c'était celle qui avait modéré la conférence. Et il y avait l'ambassadeur du Congo et un porte-parole de Kabila qui était aussi invité. Ça a mal tourné. En bref, à la fin, l'ambassadeur et le porte-parole du président ont quitté, quoi. Donc, ils sont quittés en plein milieu. Et donc, je pense que ça a montré qu'en ce moment, en tout cas, on n'est pas prêt à avoir des discussions sur la politique sans les émotions. Et comme on sait qu'on a beaucoup à faire du point de vue social, affaires, santé, nous préférons éviter la politique et se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Et peut-être plus tard, changer ça. Mais en ce moment, je ne pense pas qu'on est prêt à avoir des discussions sérieuses sur la politique parce que je l'ai vu de mes propres yeux, ça tourne mal quand il y a les Congolais et la politique, du point de vue de la diaspora en tout cas. Est-ce que dans tes événements, tu peux faire contribuer l'ambassadeur ou est-ce que, par exemple, sur une problématique business, tu pourrais faire venir un politique business? Parce qu'il y a sur certains sujets où on peut discuter entre nous, mais le dernier mot appartient aux politiques. Donc, est-ce que tu serais prêt, ou est-ce que ça se fait déjà, d'en faire intervenir les décideurs ultimes sur certains sujets? Décideurs, oui, mais politiciens, non. Donc, par exemple, pour la première édition, on avait invité l'ambassadeur à venir juste écouter, mais pas à parler, quoi, parce qu'on sait que si on invite à parler, ceux qui sont contre le régime peuvent mal prendre ça, quoi. Et on veut pas de chaos dans nos événements, donc on a évité ça. Et si, par exemple, quelqu'un de la FEC qui peut venir expliquer les réalités du commerce au Congo, donc ça, on pourra l'inviter, mais pas nécessairement, disons, le ministère de l'économie, par exemple. Je pense que ça va créer trop de divisions et trop de chaos. Je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas, il faut qu'on arrive au niveau où on peut très bien inviter deux personnes politiques de partis de l'opposition comme du parti au pouvoir qui puissent venir discuter d'un même sujet sur une même table ronde et avec la diaspora pour et contre. Je ne sais pas comment on va faire, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Tout à fait, à un moment donné. Alors, sur cette question de maturité politique, l'Éthiopie et le Ghana, pour ne citer que d'ailleurs, ont développé des fonds d'investissement pour leurs diasporas respectives. Et Jim, tu en parlais lors d'une de tes récentes contributions pour Intel Congo. Ces plateformes permettent aux diasporas d'investir dans leur pays d'origine depuis leur pays de résidence en toute transparence. Globalement, qu'est-ce que ça vous évoque, ce type de mécanisme? Est-ce que vous pensez que c'est envisageable en RDC? Tout à fait, c'est envisageable, mais je crois que ça commence avec la confiance. Et j'ai fait des petits sondages informels de ce côté. Je dirais que la moitié des personnes à qui j'en ai parlé ont dit que ça ne marcherait pas avec les Congolais à cause de la culture congolaise, les divisions, la corruption, le secteur financier financier et bancaire, quoi. Donc, mais l'autre moitié pense que c'est une très bonne idée et serait prêt à investir, à s'y donner, quoi. Donc, je pense que ça peut marcher. Et il faut aussi qu'il y ait une équipe solide et forte qui connaît la finance, qui a un bon réseau dans la diaspora et en RDC et des partenaires locaux qui vont les soutenir, quoi. Dans le cas de l'Éthiopie, par exemple, le gouvernement a été impliqué et impliqué toujours et c'est très transparent. Est-ce que notre gouvernement congolais peut être si transparent que ça? Pourquoi pas? Donc, j'espère. Je sais que c'est possible, c'est envisageable. Si le Ghana l'a fait, l'Éthiopie l'a fait, beaucoup de pays le font, c'est parce que c'est possible. Et par rapport à la RDC, je pense que s'il y a la confiance entre nous et aussi avec nos institutions financières, ça pourra marcher, ça pourra avoir un impact très important. Donc, je reste optimiste et j'espère qu'il y aura juste des leaders qui vont s'y mettre et prendre ça parce que c'est un grand projet, c'est très ambitieux. Mais si ça marche, ça va avoir un impact très important au pays, quoi. Donc, j'espère il y a des gens qui écoutent ça et qui ont cette idée et qui vont mettre ça en marche. Je suis du même avis que Jim, c'est exactement la même chose ici aussi en Europe. Toutefois, je sais qu'il existe un fonds d'investissement congolais qui a été mis en place par le réseau Makutano. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont faites, mais encore une fois, ça fonctionne parce que c'est au sein d'un réseau de personnes qui se connaissent, qui se font confiance, et c'est pour ça que ça marche. Donc, c'est vraiment ça. Ce réseau peut exister que s'il y a de la confiance et si ça a marché, moi je dirais au-delà de la confiance, c'est important que les gouvernements s'impliquent parce qu'en ce qui concerne le Congo, il y a énormément de secteurs dans lesquels on peut faire participer la diaspora. Je pense surtout au secteur de l'agriculture. C'est un vaste secteur, il y a tellement à faire et on a tellement besoin de la contribution de la diaspora. Mais le problème, c'est ça, c'est qui sont les interlocuteurs crédibles, fiables en face, qui va s'occuper de l'argent, qu'est-ce qu'on va faire, la transparence. Donc, je suis aussi optimiste. Je pense que ça pourra se faire sur le long terme. Maintenant, je dirais que ça dépend de nous.
Ça dépend de nous, de nos actions. Quand je dis nous, je parle nous les Congolais, aussi bien ceux qui sont mis en avant que la diaspora. Ça dépend des différentes actions qu'on va mettre et de la crédibilité qui se portera, qui s'attachera à nos noms individuels d'abord, avant, de, avant la crédibilité du groupe. Très bien, alors nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous laisser vaquer à vos occupations, j'aimerais qu'on justifie le titre en revenant sur une question. Fondamentalement, et de vos expériences propres, est-ce que vous avez observé une vraie différence entre les diasporas francophones et les diasporas anglophones? Vous savez qu'on a l'habitude de dire que voilà, les diasporas francophones sont peut-être un peu plus philosophes, un peu plus politisées, et que les diasporas anglophones, elles, sont un peu plus entreprenantes, côté business, etc. On a l'impression qu'un mur les sépare. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je ne fais pas très attention à ce que les gens disent des diasporas. C'est vrai qu'au départ, quand je suis rentrée dans ce projet Congo Paris, je faisais très attention à ce que les gens disaient parce que c'était important de savoir où est-ce qu'on va. Et puis quand j'ai compris que la diaspora congolaise, c'est une diaspora très complexe, c'est-à-dire qu'une vérité peut être une vérité générale bâtie sur un mensonge, une supposition ou l'idée de quelqu'un. Et donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit que le plus important, c'est pas de faire attention vraiment à ce que les gens disent de ce qu'est la diaspora, mais c'est de montrer ce qu'est réellement la diaspora. La diaspora, elle est plurielle. Je ne connais pas du tout la diaspora anglophone. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Je trouve que ce rendez-vous, il est très important pour pouvoir se connecter avec Jim et pouvoir dire que, bon, ben, je ne sais pas en fait ce qui se passe dans la diaspora anglophone. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il y a concrètement, réellement, je pense, à mon humble avis, que c'est trop peu médiatisé, trop peu partagé. Et est-ce que on peut définir une diaspora par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Donc moi, mon avis personnel, c'est que je ne vais pas m'aventurer à dire que la diaspora anglophone est X ou la diaspora anglophone est Y parce qu'en fait, je ne la connais pas et je pense qu'on est nombreux à ne pas réellement la connaître. Et encore une fois, je dirais que ce n'est pas une minorité qui doit faire une vérité. Ouais, je suis d'accord avec ce que Charlotte a dit. En tout cas, je sais que personnellement, je ne connais pas bien la diaspora congolaise, la France, la Belgique, de l'Europe en général. Mais je sais que j'entends souvent les gens dire que les Congolais d'Europe sont comme ci, les Congolais du Canada sont comme ça, les Congolais américains sont comme ci. Donc, je pense qu'il y a il y a des perceptions, il y a des stéréotypes de chaque diaspora, de chaque diaspora de chaque continent. Mais je pense que ça dépend aussi des individus, quoi. Donc, si on met les stéréotypes à part, je pense que aussi c'est important de prendre en considération la culture de chaque pays. Donc, même anglophone, c'est un peu général parce que quand on y pense bien, les États-Unis et l'Angleterre, c'est des pays très différents. Et j'entends aussi une division entre les Congolais d'Angleterre et les Congolais des USA, quoi. Donc, je pense que ça, c'est juste quand on parle en général, on peut avoir certains stéréotypes en tête. Mais je pense aussi il y a quand même des vérités parce que quand on y pense, les États-Unis sont reconnus pour l'entrepreneuriat. Et donc, c'est aussi c'est assez compréhensible que les immigrants qui sont aux États-Unis suivent plus ce modèle là où entreprendre, c'est plus commun qu'ailleurs, quoi. Et donc ça, j'ai remarqué en tout cas en tout cas, je connais beaucoup d'entrepreneurs congolais qui sont ici. Et quand je rencontre les Congolais qui sont disons, en Allemagne ou bien en France, ils trouvent que c'est rare, qu'ils ne sont pas si nombreux que ça chez eux en Europe, quoi. Mais ça peut être juste des exceptions. Donc, je ne veux pas généraliser sur les Congolais de l'Europe. Je pense que c'est important aussi de parler de langue et le rôle que la langue joue dans le mur dont tu parles, quoi. Parce que je pense que l'anglais reste la langue des affaires. Peut-être que ça va changer dans 50 ans, ça sera le chinois. En ce moment, c'est l'anglais. Et donc, je pense que ceux qui ne parlent pas l'anglais ratent des opportunités. Mais aussi, la RDC reste un pays francophone. Et donc, les Congolais qui ne parlent pas français perdent aussi beaucoup, quoi. Et donc, je crois que ce sera important que pour vraiment tisser ces liens entre les diasporas du continent, il faudrait qu'on parle les mêmes langues. Que, par exemple, dans CDIS, par exemple, moi, je parle français, mais le reste de mon équipe ne parle pas seulement français, quoi. Donc, je dirais que la moitié des membres de notre communauté ne parlent pas français. Et donc, c'est parce qu'ils ont grandi ici, bien ailleurs, mais donc le français, c'est pas vraiment une langue qui parle chez eux. Et donc, mais je les encourage à apprendre le français, surtout s'ils veulent rentrer en RDC et faire quelque chose, quoi. Parce que même si l'anglais, c'est la langue des affaires, le Congo reste un pays francophone.
Et donc, je pense que la langue qu'on parle, les langues qu'on parle jouent un rôle dans le manque de connexion et des fois ces divisions et ces perceptions qu'on a les uns des autres. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Je vais peut-être vous laisser l'opportunité de dire un dernier mot. Je trouve que l'initiative est très bonne. J'ai souvent été abordée par des responsables d'associations, d'organisations aux États-Unis, au Canada, à Londres, etc. Les réponses que j'ai souvent dit aux gens, c'est que organiser un événement, c'est bien, rassembler les gens, c'est sympa, mais il faut vouloir aller plus loin. Faire un événement, on est tous capables de faire des événements. Gérer la plateforme derrière, apporter une plus-value, apporter du changement, c'est ça le plus difficile. Et surtout qu'on se mente pas, hein. Jim, tu ne me contrediras pas, quand on fait des forums, etc., c'est pas gratuit. Donc Jim est sponsorisé. Nous, on a attendu très longtemps avant d'être sponsorisé. Je sais pas c'est quoi les budgets de tes événements, mais nous, on est sur des budgets à 80 000 euros. Les amis, les 80 000 euros, faut les sortir en fait. Faut les sortir et c'est pas toujours des sponsors. Et lorsqu'on veut mettre en place un projet pour une nation, un projet pour du changement, il faut être prêt à se sacrifier financièrement, physiquement, en termes aussi de compétences. Il faut être prêt à se donner en fait, à donner un peu de son temps, de soi dans son projet pour que ça puisse aboutir. Et parfois, on rencontre des échecs, etc. Mais faut pas lâcher. Et la force, je pense, de nos plateformes, ça va être sur la durée. Ça va être sur la durée de ne pas lâcher malgré toutes les adversités qu'on va pouvoir rencontrer. Parce que au final, ce qu'on fait, en fait, c'est pas une bagarre. On le fait parce qu'on aime notre pays, on le fait parce que on veut voir le changement et on le fait pour les générations futures. Donc, je t'encourage encore, Jim, à continuer, à ne pas lâcher. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir créer des synergies ensemble parce que de toute façon, je suis convaincue que c'est ensemble qu'on sera plus fort. Tout à fait. En tout cas, ça prend beaucoup de travail. Et aussi pour ajouter sur ton point concernant les événements, c'est bien beau d'organiser un événement, mais c'est pas juste ça. Une chose que CDIS veut faire aussi, c'est organiser des voyages au Congo. Donc, on devait avoir le premier voyage Return to Congo en septembre 2020, mais bien sûr, à cause de Covid-19, on a dû reporter ça. Mais l'idée, c'était d'emmener des Congolais de la diaspora qui sont aux États-Unis au Congo. Donc, on voulait Kinshasa et Goma, Kinshasa en premier, pour qu'ils puissent rencontrer des gens sur place qui travaillent dans les secteurs clés en termes d'affaires, en termes de santé, d'éducation et d'impact social, pour que le Congo ne soit plus juste une idée. Parce que des fois, je pense surtout si on n'est jamais allé au Congo, on bat une idée romantique de la RDC, de l'Afrique, je veux rentrer, on a les drapeaux à la maison, mais on ne connaît pas. Donc l'idée, c'est d'emmener les Congolais de la diaspora au Congo, voir vraiment c'est quoi la RDC, pas juste ce qu'on lit, on voit à la télé, quoi. Et donc, on espère pouvoir organiser ça cette année, si bien sûr les Covid-19 commence un peu à ralentir et que les gens sont vaccinés. Si pas cette année, l'année prochaine, mais on tient à amener des gens au Congo pour qu'ils puissent voir et rencontrer des Congolais sur place et pas seulement juste lire du Congo et un peu romantiser le Congo, quoi. Merci à tous pour cette conversation, je pense qu'elle a été très enrichissante. N'oubliez pas, restez connectés, intelcongo.com. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux. À tous nos auditeurs, je vous dis à très bientôt.